Je me présente très rapidement. Donc, je suis directeur technique chez Janua depuis 10 ans. On va fêter nos 10 ans bientôt. Je suis expert en tout ce qui est gestion des identités et des accès. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est tout ce qui touche à l'authentification des utilisateurs, des applications, le contrôle des droits d'accès, la sécurité applicative, par opposition à la sécurité périmétrique type pare-feu ou la sécurité physique, c'est-à-dire l'accès aux salles, par exemple. La sécurité applicative, c'est contrôler qu'on a accès à une application et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'application, accéder aux données, etc. Les PKI, donc tout ce qui touche à la gestion des certificats. Également, spécialité sur tout ce qui est SSO, fédération, délégation, SAML ou autre. Le provisioning, alors, dans le cadre du cloud, souvent on confond le provisioning de machines, c'est-à-dire on rajoute des CPU, de la mémoire. Dans le cadre de la gestion des identités, le provisioning, c'est plus comment je vais synchroniser mes bases d'utilisateurs entre un Active Directory, un URL d'app, une base de données. Comment je vais faire en sorte que ces données elles vivent et que en fait, je n'ai pas de problème de synchronisation entre elles. J'ai beaucoup travaillé également sur les annuaires. J'ai passé quelques temps chez Netscape et chez Sun pour acquérir un petit peu toutes ces compétences. Souvent on l'oublie, mais bon, Netscape, défunt aujourd'hui comme Sun, ce sont les inventeurs d'HTTPS, donc c'est eux qui ont permis le commerce électronique, puisqu'ils ont quand même produit le premier navigateur capable de faire des échanges chiffrés, grâce à SSL, donc, qui est inventé par Netscape. Bon, évidemment le navigateur, et puis pas mal aussi de serveurs derrière, la PKI. Et concernant Sun, je citerai juste NFS et Java comme deux contributions majeures qu'on retrouve encore partout aujourd'hui. Le SSO, alors juste pour mon information, est-ce que tout le monde connaît l'acronyme? Pas de réponse? Single sign-on. Donc qu'est-ce que c'est? La faculté en fait de pouvoir naviguer d'une application à l'autre sans avoir à se réauthentifier. C'est également valable pour les applications. De plus en plus, on a des communications inter-applications. Et ce qu'on souhaite, c'est éviter qu'une application ait à connaître un ensemble de mots de passe, par exemple, pour aller chercher de l'information à droite à gauche, quoi. Donc, c'est un confort pour l'utilisateur, le SSO. C'est une ergonomie. Donc, ça rend aussi les sites web plus pratiques, plus attractifs. Ça évite le fameux effet post-it, où j'ai toute une liste de mots de passe collés à mon écran pour authentifier à droite ou à gauche, quoi. L'effet, par contre, pervers du SSO, c'est que ça peut compromettre la sécurité. Parce qu'à partir du moment où j'ai le droit d'accéder en m'authentifiant une seule fois à toute une ribambelle d'applications, si la sécurité est compromise, c'est l'ensemble de ces applications dont la sécurité est compromise. Donc le SSO, c'est bien, mais à condition de ne pas le déployer n'importe comment. Idéalement, un SSO, ça doit permettre de la navigation partout. Bon, ça paraît simple à dire, mais on n'a pas que des applications web, on aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Dans le monde médical, pour ne citer que lui, on a beaucoup d'applications encore qui sont à base de clients lourds, de terminaux par exemple. Et faire du SSO avec des applications comme ça, vous voyez que c'est tout de suite un peu plus compliqué. Le principe du SSO, souvent, repose sur un jeton. C'est une sorte de passe en fait, qu'on va vous attribuer à partir du moment où vous avez fourni certaines preuves. Et donc ce jeton vous permet de naviguer d'une application à l'autre, un petit peu comme un pass. Si on prend l'analogie avec les transports, vous pouvez avoir des jetons qui vont vous permettre de prendre le métro dans certaines zones, certains autres qui vont vous permettre de prendre le train. Et puis, si vous travaillez dans les douanes, par exemple, vous aurez un pass qui vous permet de prendre le train, l'avion et le métro en même temps. Avec le SSO, on a envie de faire un petit peu la même chose, d'avoir des jetons qui vont permettre d'accéder soit à une application, 2, 3 ou N, suivant vos droits. On a envie également de pouvoir faire ça en fonction du niveau de preuve que vous avez fourni. Si par exemple vous fournissez un simple mot de passe, on considère que ce n'est pas aussi fort que si vous fournissez quelque chose qui vient de votre téléphone, par exemple. Donc on veut avoir envie dans le SSO, dans les jetons, de mettre ce type d'informations. On oublie également souvent dans le SSO le fait que ça s'accompagne de single logout, le SLO. Donc c'est bien beau de pouvoir naviguer d'une application à l'autre. Par contre, je n'ai pas envie que lorsque je me déconnecte, j'ai des sessions qui traînent à droite à gauche, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, pardon. Et puis également en termes de performance, quoi. Si j'ai des sessions qui traînent, forcément, mes serveurs vont finir par les accumuler et je vais les faire exploser. Donc c'est une problématique à laquelle on ne pense pas forcément au début, mais il faut quand même l'intégrer parce que quand on arrive en production, c'est trop tard.
Et puis, donc, plus récemment, en fait, les services qu'on souhaite ajouter au SSO de base, ce sont des services de délégation. Typiquement, par exemple, vous allez avoir vos photos chez Flickr, et puis vous avez un serveur d'impression ailleurs, et vous voulez permettre au serveur d'impression d'accéder à vos photos, ou certaines de vos photos. Donc, on va déléguer en fait certains droits au service d'impression d'accéder à vos photos, mais pas toutes. Et tout ça en SSO, c'est-à-dire toujours tout en restant dans le cadre de l'entreprise. Vous arrivez le matin, vous vous loguez dans votre intranet. Et une fois logué, en fait, vous allez pouvoir accéder non pas seulement aux applications de l'intranet, mais également accéder sur le web et donner des droits à un serveur d'accéder à un autre. Donc on délègue. On veut également pouvoir faire du SSO depuis un téléphone portable, sans avoir à se reloguer non plus. Donc vous pouvez commencer une session, par exemple, depuis un poste de travail sur un portable, et puis la continuer chez vous sur une tablette ou sur un téléphone. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait faire, moyennant certaines conditions. Et puis, on veut également être capable de typiquement géolocaliser les utilisateurs, de façon, par exemple, à leur demander des preuves d'authentification plus fortes suivant l'endroit où ils se trouvent. On peut considérer que lorsque la personne est chez elle, on va lui demander quelque chose de plus fort que si elle est dans le cadre de l'entreprise, qui est déjà un cadre en principe sécurisé. Les problématiques auxquelles on a à faire face aujourd'hui en termes de SSO, eh bien, vous voyez qu'en termes d'hébergement, on a des cas de figure divers et variés, puisqu'on peut avoir des applications en SaaS, dans les clouds publics, les clouds privés, des applications de partenaires, des applications intranet, et on veut pouvoir naviguer entre toutes ces applications gérées par des entités différentes et physiquement situées à des endroits différents, et généralement avec des technologies différentes. Donc ça complexifie de façon assez notoire les choses. Et pareil en termes d'accès, on veut pouvoir accéder depuis différents types de périphériques, que ce soit des kiosques, des appareils fournis par l'entreprise, des ordinateurs publics, aux appareils personnels. Et puis, en termes d'utilisateurs, évidemment, on n'a plus seulement les employés, mais également, on va vouloir gérer des partenaires, des sous-traitants, des clients. Et tout ça, idéalement, avec une seule solution. Donc, ce qui peut rapidement amener à un casse-tête, si on ne fait pas attention. Si on ramène la problématique générale que je viens de vous présenter au cloud, en l'occurrence, le cloud dont il est question, c'est OpenStack, donc un logiciel qui vous permet de déployer des services dans le cloud et de façon en fait, à bâtir tout un tas de services autour à valeur ajoutée. Tous ces services, évidemment, ont besoin de dialoguer entre eux. Et vous, en tant qu'administrateur, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? On va vous attribuer un tableau de bord, donc une application dans laquelle vous devez vous connecter, et à partir de laquelle vous allez pouvoir créer des serveurs, créer des images disques, rajouter de la mémoire, etc. Donc toutes ces fonctions auxquelles vous accédez, vous n'allez pas y accéder aussi facilement que ça, évidemment pour des questions de sécurité. Et donc, typiquement, OpenStack, lui, utilise un moteur en fait, qui s'appelle Keystone, qui est un framework en fait, qui permet de vous attribuer un jeton. Une fois que vous avez prouvé au tableau de bord qui vous êtes, on vous attribue un jeton qui va vous permettre ensuite de naviguer dans les différents services sans avoir à vous réidentifier. Tout ça de façon sécurisée. Donc tout ça, c'est bien beau, simplement. Ce jeton, en fait, qui est attribué par Keystone, donc la couche authentification d'OpenStack, il est propre à Keystone. Donc on ne peut pas l'utiliser pour aller n'importe où. Typiquement, une application qui n'est pas compatible, hébergée chez quelqu'un qui n'est pas compatible Keystone, ne pourra pas utiliser ce jeton-là. Donc je ne pourrais pas faire de SSO simplement dans ce cas de figure-là. Les jetons Keystone sont des jetons type JWT, donc au format WebToken. Donc ce ne sont pas des cookies. Donc implicitement, ça veut dire que je ne peux pas les transmettre à un navigateur. Et du coup, je ne peux pas profiter du navigateur pour retransmettre ce jeton d'une application à l'autre. Également, ces jetons, en fait, ont une durée de vie limitée généralement, et qui est limitée également par le format. Donc tout ça, ce sont un certain nombre de problématiques auxquelles on doit faire face et pour lesquelles, en fait, donc on a mis en place une solution assez récemment pour répondre un petit peu à tous ces besoins de fédération. Donc, les problèmes auxquels on a répondu et qui étaient des freins au déploiement et qui ont amené justement à réfléchir à une solution beaucoup plus large que Keystone, c'était les méthodes d'authentification. C'est-à-dire qu'avec Keystone, de base, vous pouvez faire du LDAP, de la base de données, du certificat, du SAML sous certaines conditions. Ça peut être suffisant pour de la maquette. Par contre, lorsqu'on passe en production, généralement, on va vouloir avoir beaucoup plus de méthodes d'authentification disponibles. Ne serait-ce que si vous voulez vous brancher sur un Active Directory,
ce n'est pas forcément trivial, ou bien vous allez avoir des limitations. Si vous démarrez un projet Keystone en fait, sur la version 2, avec comme objectif de passer sur la version 3, il y a des évolutions en fait, de format des jetons ou des formats des requêtes entre ces versions, ce qui complique le travail des développeurs. Donc, ce qu'on souhaite pouvoir faire, c'est avoir une solution unique qui gère les deux versions de façon transparente pour les applications. Donc, c'est aussi une problématique à laquelle on a dû faire face. Ne pas avoir une solution en version 2, une solution en version 3, mais une solution unique qui permette de gérer les deux à la fois. Keystone intègre également SAML et OAuth, mais de façon, on va dire, très ciblée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble des spécificités de ces protocoles. Et du coup, on peut être amené, si par exemple vous voulez déployer un IDP, un fournisseur d'identité SAML, Keystone ne permet pas de faire ça. Il faut faire appel à une couche externe. Donc voilà, c'est un exemple de limitation qu'on peut avoir aujourd'hui avec Keystone qui nous a amené à réfléchir à autre chose. Donc l'intégration d'un SSO traditionnel dans Keystone n'est pas native. Donc si vous prenez par exemple un portail comme Liferay, lui va permettre de se brancher directement sur des SSO type OpenAM. C'est des fonctions natives du produit, ce que ne permet pas en fait Keystone et OpenStack. La sécurité est relativement limitée sur ce type de solution au départ, puisqu'en fait la gestion des droits elle est assez macroscopique. On a des silos qui correspondent finalement à des clients, et tout ce qu'on peut faire, c'est en fait isoler un client d'un autre. Si par contre je veux avoir pour un même client différents rôles, par exemple, ça va être plus compliqué à mettre en place. La granularité n'est pas assez fine pour avoir une gestion des droits fine. Donc lorsqu'on a une multitude de clients à héberger, ça devient rapidement un souci parce qu'immanquablement, vous allez avoir des clients qui auront des besoins en termes de sécurité très fins et où Keystone ne sera pas suffisant pour gérer ça. Je me dépêche. On a une adhérence à l'API OpenStack également. Lorsqu'on souhaite faire évoluer Keystone, c'est quand même un produit qui est très ouvert, c'est de l'open source. On est capable de développer tout un tas de choses pour faire évoluer le produit. Par contre, on a une dépendance vis-à-vis de l'API OpenStack. Mais donc, typiquement, lorsque le produit change de version, l'API évolue et le code doit être revu. Donc, ce n'est pas forcément très pratique de reposer là-dessus. Et ce qu'on souhaite, c'est plutôt déléguer tout ce qui n'est pas la spécialité du produit à quelque chose d'externe, de façon à limiter les adhérences. Les aspects haute disponibilité ne sont pas négligés sur OpenStack. Simplement, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement industriel. On y arrive, mais il y a pas mal de travail pour arriver à faire quelque chose de complètement fermé et d'automatisé. Typiquement, si vous faites des recherches sur OpenStack, Keystone, de tout ce qui est gestion des sessions, et notamment le failover des sessions, c'est-à-dire la capacité, lorsque vous êtes connecté et que votre serveur tombe, à continuer à travailler sans avoir à vous réauthentifier. La plupart des solutions du marché vous permettent effectivement de continuer à travailler, par contre vous devez vous réauthentifier. Si on veut en plus avoir des sessions comme ça qui perdurent d'un serveur à l'autre, c'est autrement plus complexe, puisqu'on a une nécessité de répliquer les sessions. Sur des gros volumes, c'est potentiellement compliqué à gérer. Donc on a intégré toutes ces problématiques et on s'est dit une façon de les adresser, en fait, c'est de déléguer tout ce qui est tâches d'IAM et d'IAM, tout ce qui est identity management, à un produit externe, puisque ce n'est pas la vocation première de Keystone et d'OpenStack de gérer ces aspects-là. Donc on s'est dit on va prendre une brique externe qui, elle, est spécialisée là-dedans, et puis on va la brancher dessus avec un minimum d'adhérence. C'est-à-dire on va essayer de minimiser les impacts, de ne pas toucher à l'existence, surtout pas, de façon à pouvoir venir poser notre brique et brancher les applications directement dessus, sans être intrusif, quoi. Ce qui facilite le déploiement et l'industrialisation. Et puis, ce qu'on voulait, puisqu'on était limité dans le temps, c'est également ne pas avoir à réinventer la roue, donc utiliser un maximum des solutions du marché. Donc, on a mis en place OpenAM. Donc, OpenAM, rapidement, c'est un serveur d'authentification open source, un petit peu à la manière de CAS ou Shibboleth pour rester dans l'open source. Donc, c'est un serveur qui est capable de vous délivrer des jetons qui vont être reconnus par vos applications de façon à ce que vous puissiez naviguer comme ça d'une application à l'autre sans avoir à vous authentifier. OpenAM centralise également la gestion des droits. Donc à partir d'une seule console, vous pouvez voir par exemple quels sont les accès d'une personne à une application. OpenAM a des fonctionnalités autour des SAML et d'autres qui lui permettent de en fait, s'interfacer avec quasiment tout ce qui existe sur le marché en termes de SSO. Et puis plus récemment, OpenAM a intégré une brique reverse proxy, un peu à la manière des reverse proxy Apache,
OpenIG, Open Identity Gateway. C'est un reverse proxy, mais qui est, lui, applicatif. C'est-à-dire que c'est une application Java qui tourne dans un conteneur web. Et sa grosse force par rapport à un reverse proxy traditionnel ou hardware, c'est qu'il a une souplesse de... C'est vraiment un couteau suisse. Il a une souplesse assez extraordinaire qui lui permet virtuellement de s'interfacer avec n'importe quelle application web sans même la connaître. À tel point qu'en fait, si vous regardez un peu la fiche produit, il est indiqué qu'en fait 100% des applications web peuvent être intégrées en termes de SSO avec OpenIG. C'est-à-dire que sans même connaître votre application, vous mettez OpenIG devant, vous avez la garantie que vous pourrez faire du SSO entre votre application, aussi fermée soit-elle, et toutes les autres applications de votre parc ou du cloud. Donc ça, c'est quelque chose d'assez séduisant pour les décideurs, typiquement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des flux. Voilà, schématiquement, comprenez qu'avec cette brique OpenIG, OpenAM, vous ne touchez pas à vos applications existantes. Elles continuent de travailler avec leurs jetons traditionnels, qui vont passer par OpenIG et qui va ensuite les convertir avec OpenAM en jetons OpenAM. Et donc, de cette façon-là, je vais pouvoir faire cohabiter les applications existantes et des nouvelles applications. Et puis, je vais pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités OpenAM. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'étendre en termes d'authentification à des choses que ne permet pas nativement Keystone, donc typiquement d'authentification Kerberos, l'authentification OAuth et non pas OAuth, donc tout ce qui est One Time Password hardware, de l'authentification Radius ou ce genre de choses. OpenAM ensuite a des fonctionnalités beaucoup plus évoluées de type auto-enregistrement, donc ce qui vous permet d'arriver sur un site web sans avoir de compte et de vous enregistrer et d'automatiquement en fait bénéficier d'un compte. Keystone ne permet pas de faire ça, donc ça c'est des fonctionnalités assez séduisantes, de même que la gestion de mot de passe, quoi. Traditionnellement, si vous voulez renouveler votre mot de passe, vous l'avez oublié, vous avez un service comme ça qui vous permet d'obtenir un nouveau mot de passe, ce que ne permettait pas de faire Keystone nativement. Voilà. 2 mots sur Janois. Donc on va avoir bientôt 10 ans. On est basé ici, donc on est spécialisé dans tout ce qui est open source, essentiellement, et puis tout ce qui tourne autour de la gestion d'identité. Et notre métier, c'est l'expertise. On n'est pas sur des projets très longs, on intervient soit en direct, soit auprès des CS2I plus généralistes pour les aider dans l'expertise sur des problématiques liées à la gestion des identités. Donc voilà, on a des prestations d'intégration, de conseils, d'accompagnement, de développement au forfait autour de tout ce qui touche à la gestion des identités dans le monde de l'open source. Et donc notre approche, c'est de travailler sur des maquettes, des proof of concept, pour démontrer la faisabilité de la chose. Donc ça se passe sur 3, 4, 5 jours maximum. Et de réutiliser un maximum en fait ce qu'on a déjà fait. C'est aussi quelque chose de rassurant pour les clients de savoir que ce qu'on leur met en place, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place ailleurs et qu'on ne réinvente pas la roue. C'est généralement quelque chose qui est assez apprécié. Voilà. Merci.